Du projet qui s'appelle Mémoire et territoire. Donc, remercier la direction, Mme Pouchko, de toujours nous accompagner dans des projets. Donc, la genèse du projet se raccroche à la séquence, se raconter, se représenter. Donc, nous avons été sur le site. Là, les anciens des chantiers viennent témoigner et nous allons... il y aura un troisième épisode qui sera la restitution des récits de vie, comment vous aurez accueilli leurs paroles. Donc les questions ont été hiérarchisées. Une partie sera beaucoup plus sur les chantiers et la construction navale et les métiers par rapport au profil des élèves, et Isabelle qui est sur le projet beaucoup plus sur la résistance et les luttes ouvrières. Voilà. Donc, on alternera. Donc, quand je vous dirai, voilà la question numéro 2, parce qu'on a hiérarchisé les questions, il y a une progression pour ne pas partir dans tous les sens. C'est compris? Je vais donner la parole aux intervenants. Donc, on va se présenter très rapidement pour savoir qui vous avez à faire. On vous avait déjà rencontré pour partie à la porte du chantier, maintenant on est venu vous rencontrer et c'est un honneur et un plaisir pour nous. Donc Jean-Claude Busti, j'ai travaillé 18 ans au chantier naval, j'étais contrôleur et s'il y a des questions techniques sur ce sujet-là, on y répondra. Bonjour, je suis Marie-Claude Pagani-Gargiolas. Alors moi je n'ai pas travaillé au chantier, c'est pas ce genre de témoignage que je pourrais faire. Je suis adjointe à Madame le maire, je suis donc élue. Et je suis ravie d'avoir été invitée. Je m'appelle Pierre Doré, je suis ancien des chantiers, j'ai travaillé pendant 16 ans. Moi j'ai fait deux métiers, le métier de charpentier tôlier et le métier comme mon président de contrôleur qualité. Bonjour, je suis Trinel Jean-Luc. Je suis ancien métallurgiste, j'ai travaillé dans des grandes entreprises et j'ai terminé aussi ici au chantier naval de la Seine comme ajusteur. Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait un peu bizarre de revenir ici parce que j'ai été 35 ans professeur ici. Mais bon, maintenant c'est en tant que présidente de l'ANACRE, Association nationale d'anciens combattants et amis de la résistance, que je vais vous raconter un petit peu ce qui nous a été dit par d'anciens résistants qui ont travaillé au chantier et qui, hélas, maintenant ne sont plus là, donc nous sommes là, nous, pour porter leur parole. Moi, je m'appelle Régis Bouisson, je suis rentré en 1972 à l'école d'apprentissage au chantier et j'ai fait le métier de chaudronnier tuyauteur. Et j'ai pris l'option tuyauteur. Voilà. Gilbert Tolucci, j'ai travaillé pendant 28 ans au chantier. J'ai terminé ma carrière en tant qu'agent de maîtrise au montage des coques. Voilà. Les questions peuvent commencer. Alors, oui, ça sera par thème, on va alterner. Donc, la troisième série, c'est sur l'organisation des chantiers et les métiers proposés dans ce secteur de la construction navale. La première question, Isaac et Nitimiro. Bien fort, bien fort. Oui. Lève-toi pour qu'on te... Vas-y. Comment les chantiers se sont développés Les enfants en silence. Oh. Comment les chantiers se sont développés et en combien de temps? Alors, comment ils se sont développés? D'abord, le chantier, il faut savoir qu'il a à peu près 150 ans, de 1853 à 1989. Avant cela, il y avait toujours des chantiers navals à la Seine, mais c'était des petits chantiers forains qu'on appelait, parce que c'était des bateaux en bois. Et ça date depuis, je veux dire, le Moyen-Âge. Il y a toujours eu une vocation de chantier. Les véritables grands chantiers navals se sont développés à partir de 1853.
Et au fil des années, eh bien, ils se sont agrandis en termes de territoire et ils se sont perfectionnés en termes de technique pour atteindre leur apogée en 1971. En 1971, de 1971 jusqu'à 1980, on était 6500 travailleurs des chantiers. Avec une entreprise, on était à peu près 10 000 salariés. Et après, il a commencé à avoir le déclin à partir de 1985 pour arriver à zéro le 28 février 1989. Merci. Isabelle, quoi ou on continue? Non, vous continuez, puis après, nous, on... Ah, d'accord. Il fait tout ton thème sur... Ok. Nour, Luna, Julie, la question 2. Chut. Olivia. À quel âge pouvait-on travailler au chantier? Voilà. Au chantier, moi je suis rentré à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire à 15 ans, j'ai passé le concours. Le concours, il y avait un concours qui se présentait. Et voilà. Donc, on réussissait le concours ou non. On rentrait en principe à l'âge de 15 ans, 16 ans. Ensuite, on ne travaillait pas de suite, on faisait 3 ans d'apprentissage. C'est-à-dire que la première année, on touchait un peu à tout. On faisait de la tôlerie, on faisait un peu de la mécanique, de la soudure. À l'issue de cette première année, il y avait un classement qui était fait. Selon les besoins de l'entreprise, il y avait un nombre de corporations de métiers de demander, des traceurs de coque, des électriciens, des tuyauteur, des chaudronniers, des ajusteurs, tout ça. Alors les premiers de la classe, ce qu'il faut insister, les premiers de la classe avaient le choix. Et les derniers, ils prenaient ce qui reste. Donc, moralité, quand on travaille bien, on est récompensé. Donc, moi, j'ai choisi le métier de chaudronnier-tuyauteur. Alors, pendant 2 ans, j'ai fait le chaudronnier-tuyauteur. Et je me suis pris vraiment tuyauteur. C'est-à-dire, j'ai laissé tomber la chaudronnerie. La chaudronnerie, c'est de la tôlerie. Et j'ai fait le métier de tuyauteur. Donc, au bout de 3 ans, en 1975, j'ai passé mon CAP et je suis rentré sur les travaux. Il faut savoir que si on n'a pas 18 ans sur les travaux, on n'était pas ouvrier professionnel. On était manœuvre, on disait ça. Mais à 18 ans, vous avez réussi le CAP, vous passez sur les travaux. Donc moi, à 18 ans, j'ai été sur les travaux et voilà, ma carrière professionnelle vraiment a commencé là. Donc en réalité, vous commencez à 18 ans, mais à 15 ans, vous commencez l'apprentissage. Voilà. Une précision quand même, en ce qui concerne l'âge de commencer à travailler. Avant 1918, il y avait une loi qui interdisait, qui permettait aux enfants de travailler à partir de n'importe quel âge. Il y avait des enfants de 5 ans qui travaillaient, mais ce n'était pas uniquement au chantier naval, dans le monde entier, on va dire. Et particulièrement en Europe, où il y avait l'industrie, que ce soit en Angleterre. C'est pour ça que Victor Hugo parlait des enfants de 5 ans qui travaillaient dans les mines. Et donc c'était monnaie courante. À partir de 1910, il y a eu une loi qui est passée et qui interdisait le travail des enfants de moins de 8 ans. Vous vous rendez compte? Et la journée, je ne faisais pas 35 heures. Donc après, bien sûr, au fur et à mesure de l'évolution sociale, on est arrivé à ce que les enfants ne travaillent plus et qu'on rentre dans l'école d'apprentissage pour commencer à travailler à partir de 18 ans. Ce qui est encore les meilleurs méthodes. Il faut savoir qu'en 1970, il y a eu beaucoup d'embauches au chantier. Ça a été le grand boom pétrolier, il y a eu la construction de transport de gaz, etc. Et à l'entrée du chantier, il y avait une embauche. Alors on embauchait tout le monde, sauf qu'il y avait un centre de formation à Balaguer, qui s'appelait FPA, Formation pour adultes. C'est ce que j'ai fait moi. Donc il y a des charpentiers tôliers, il y a des tuyauteur. Et on était embauché déjà. C'est important de le dire, parce qu'on était déjà salariés. Donc on faisait une formation de 4 mois. Ensuite, à la fin de la formation, on passait un petit examen. Et ensuite, on allait dans un atelier. C'est important de le dire, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de... Il y avait des gens qui étaient charcutiers, qui étaient boulangers, qui étaient des métiers qui n'avaient rien à voir avec la construction navale, qui se sont retrouvés dans les chantiers et qui ont fait leur carrière normalement dans les chantiers. Il y avait les soudeurs aussi qui étaient formés. Question suivante. Ilan? Quelles sont les grandes familles de métiers que vous trouvez au chantier?
Alors, parce qu'on est coupé avec les rond, mais on a estimé qu'il y avait 350 métiers au chantier naval, dans la construction navale. Parce que la construction navale englobe pratiquement tout le métier que l'on puisse imaginer. Ça s'appelle du caroleur, jusqu'au soudeur, jusqu'à l'électricien. C'est là qui veut le compléter, qui veut compléter. Bon, moi je vais parler plus précisément, par exemple, de la construction du paquebot comme on le fait Sky, où il y avait, disons, en période d'armement, 1600 personnes le jour qui travaillaient à bord. Et justement, il y avait toutes les corporations. Voilà, il y avait les corporations, il y avait le maçon pour les piscines, les menuisiers, des plâtriers, des caroleurs, voilà, tapissiers, tout ça, tout ce qu'on peut imaginer des corps de métier, se rapprochant aussi du bâtiment, en quelque sorte. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les métiers? Alors, justement, bon, les collègues ont pas mal parlé. Moi, par exemple, quand je suis rentré un peu plus tard, c'est-à-dire à l'âge de 16 ans, quand j'ai terminé mes études au lycée Bossier, pour apprendre le métier de traceur de salle, de traceur de coque, qu'on appelle. Si vous voulez, brièvement, je vais vous décrire un peu mon métier. Voilà, on est dans une grande salle, on travaille sur du parquet. Voilà. On reçoit les plans du bureau d'études qui sont à l'échelle. Et nous, notre rôle, c'est de fractionner le bateau en plusieurs parties et de travailler sur 3 vues principales, c'est-à-dire la vue en plan, la vue longitudinale et la vue transversale, dans le but d'extraire toutes les pièces. Donc, on fait des gabarits pour les parties en forme, par exemple dans les parties avant, parties arrière, où il y a des formes sur des tôles, on fait des gabarits en planche de bois. Ces gabarits vont descendre dans les ateliers de formage, donc les formeurs vont se servir de ces gabarits pour former les tôles. Voilà. Après, pour ce qui est des parties droites, disons moins compliquées, on fait des relevés, des repérages sans règle. Voilà. Et pour les petites pièces, disons les renforts, tout ça, les coussets, tout comme ça, on fait des demi-matières. C'est-à-dire qu'on va sur du papier dessiner les pièces avec leurs dimensions. Tout ça, ça descend dans les ateliers, voilà, d'usinage. Là, c'est repassé, voilà, c'est reproduit en grandeur, bien entendu, et ça passe sur les bandes de chalumistes après, et c'est donc ventillé dans les ateliers de préfabrication. Voilà, dans les ateliers de préfabrication, qu'est-ce qu'on fait? On va y monter, voilà, toute cette partie du navire. On va assembler les pièces, on va monter les tronçons de navire. Le navire est monté par morceaux, comme un puzzle. Voilà, toute la partie flottaison, pour ainsi dire, et après, au-dessus, on a ce qu'on appelle les superstructures. Voilà, alors une fois que ces blocs sont terminés, voilà, on les sort à l'extérieur, soit ils vont directement dans la cale si c'est un corps de montage, si le bateau est un corps de montage, ou dans la forme, dans le passé, ou alors ils sont stockés sur des aires voilà, prévues à cet effet, au fur et à mesure, on les prête. Voilà. Moi, ce que je voudrais vous dire quand même, voilà, il est rentré dans un métier spécifique. Il y avait les métiers de conception, les métiers de fabrication et les métiers, je dirais, de fonctionnement. Les métiers de conception, c'est tout ce qui était dessinateur. Il y en avait une armée aussi, c'était nombreux. Il y avait des dessinateurs, des détails, il y avait tout ça, des dessinateurs. Après, il y avait la construction, c'était essentiellement des métiers soudeurs. Alors, les métiers soudeurs, ils étaient nombreux, les tauliers, ils étaient tous nombreux, les tuyauteurs, des électriciens. Après, il y avait des sous-métiers comme les gars qui faisaient des championneurs, c'est des métiers très spécifiques. Ensuite, il y avait, je vous l'ai dit, il y a tout ce qui fait fonctionner l'entreprise. C'est-à-dire, là, c'était beaucoup de femmes. Il y avait à peu près 4. On parle de. Je m'excuse de revenir un truc, il faut bien se mettre dans la tête que nous sommes les témoins d'une époque. Le chantier, il a duré 150 ans, ça n'a pas toujours été pareil. Nous, on nous parle à peu près des années 60, on va dire, jusqu'à la fin, 89. Avant, on n'y était pas pour témoigner. Donc, à la période dont je vous parle, il y avait 400 femmes qui travaillaient dans le chantier, essentiellement affectées au bureau de secrétariat, la paye, les commandes, etc. Entretien des vêtements de travail, tout ça. Ensuite, il y avait les gars qui faisaient l'entretien des grues, des machines, etc. Et il y avait un atelier vraiment spécifique, qui est l'atelier mécanique, qui existe encore maintenant et qui
qu'il n'y a plus que la ruine, mais enfin, un esprit qui doit renaître, comme le phénix. Et là, ils étaient 400 aussi mécanos. Alors, il y avait des tourneurs, des fraiseurs, des... Jean-Luc, tu pourras en parler, toi, des métiers de la mécanique, tu les as connus. Tu peux en dire deux mots? Oui. Moi, je vous attends, Jean-Luc, 2 secondes. Ce que je voulais dire, par rapport à ce que disait mon copain, c'est que tous les métiers, il fallait qu'ils soient coordonnés. C'est-à-dire, j'explique. Lui, par exemple, il était sur la coque. Nous, tuyauteurs, on devait passer les figures en même temps. Les électriciens, il s'avérait qu'ils devaient passer les câbles. Tout le monde, il y avait une cohésion dans le travail. Enfin, chacun ne faisait pas ce qu'il voulait. C'est-à-dire que le matin, on lui disait, voilà, tu vas travailler là parce qu'il faut faire ça, ça et ça. Il faut savoir qu'il y avait une coordination de tous les métiers. Quand il y avait le montage et ensuite pour les finitions. Voilà. Les mécanos, tu vas me parler un peu? Oui. L'atelier mécanique qui existe toujours sur le site est un atelier où on préparait les éléments plus techniques qui concernent l'appareillage des moteurs qui sert à faire aller le navire. L'arbre-hélice, les hélices et d'autres pièces, sauf pour les moteurs. Tout ce qui était monté en matériel de moteur propulsif marchant au diesel ou au pétrole venait de l'extérieur. Le chantier avait cette particularité d'avoir un brevet qui faisait marcher à la vapeur. C'est la même chose qui fait marcher le même appareillage, la même technique qui font marcher l'usine d'incinération à Lagogan. C'est-à-dire qui crée la vapeur pour faire marcher les bateaux. Donc c'était un atelier très technique et très important. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais fait plusieurs grandes usines en France et j'ai été affecté au montage des machines, c'est-à-dire c'est un atelier qui équipait les bateaux en moteur. Donc il y avait une partie beaucoup plus de montage que technique. C'est-à-dire qu'effectivement les chantiers, c'est ce qui a créé ma curiosité, il y avait beaucoup de gens qui rentraient, qu'on formait pour aller, comme l'ont dit les copains, dans des ateliers. C'était le cas pour le montage machine. On avait des anciens boulangers qui tiraient la ligne d'arbre ou qui montaient, qui ajustaient les moteurs. Voilà. Un mot quand même, un mot sur le métier le plus important, c'est le mien. Les services contrôle. Je présente tout à l'heure. Je veux dire qu'il y avait le service qualité, service de contrôle qualité qui est essentiel pour la fabrication. Ça existe maintenant dans n'importe quelle branche de l'industrie, et même ailleurs. Il y a un contrôle qualité, c'est-à-dire que la personne qui achète le navire, en l'occurrence, ça peut être n'importe quoi, il veut que ce soit fait conformément aux documents qui lui ont été présentés. Dans la mesure où ce n'est pas fait, ben on répare ou on ne le fait pas. Et s'il n'y a pas tous les procès-verbaux, je ne sais pas, il y a des procès-verbaux qui sont signés, le bateau, ben il reste à quai. Il y avait des spécialités, hein. Il y avait des contrôleurs piloteurs, électriciens, montage de coque, isolation des métalliques, on avait des spécialités parce que je n'étais pas compétent dans tous les domaines. Moi j'étais contrôleur coque et isolation, Pierre aussi il a fait ça, puis il y en a d'autres qui étaient contrôleurs piloteurs, mais c'était un domaine, on était 100 000 sans contrôle, sans compter les contrôleurs non destructifs. C'était un métier qui existe encore dans toutes les branches de l'industrie. Quand ils font des voitures, quand on fait des maisons et tout, c'est pour que ce soit contrôlé. Si c'est pas bon, eh bien vous n'avez pas ou la garantie décennale pour une maison, ou la voiture ne part pas. Vous avez vu, ils ont rappelé, je ne sais plus combien de bagnoles de Citroën qui, en urgence, le contrôle n'avait pas été bien fait. Autre question, pour m'avoir un petit peu sur le Dimitri. Autre question. Dimitri. Y avait-il une évolution possible dans un métier? Alors là, oui, tout le monde ne peut pas en parler. Qu'est-ce qu'il doit parler? Qu'est-ce qui a évolué dans le métier? L'évolution, proprement dit, d'abord, au départ, on est un chantier de construction navale. On fait des bateaux. Bon, un peu plus tard, pas que des bateaux, voilà, un peu plus tard, on est passé à l'offshore. On a fait des plateformes de forage. Voilà. En plus de ça, sous l'étiquette CNIM, on fait des constructions navales, mais industrielles en Méditerranée. Industrielles, pourquoi? Parce que, par exemple, on faisait des escaliers mécaniques. Les
qu'on appelle les escalators. On a fait, disons, clé en main, des usines pour le traitement des ordures ménagères. Après, nous avons fait des usines de dessalement d'eau de mer. Voilà. Par exemple, à Abu Dhabi, ce sont des pays où ils n'ont pas d'eau potable, proprement dit, quoi. Donc, il y avait des unités de dessalement des eaux. Après, bon, la partie, il y a les turbulences missiles pour les sous-marins nucléaires. Donc, on était beaucoup diversifiés dans beaucoup de domaines. Voilà. C'est pas ta question. L'évolution, c'est que... La question, c'est l'évolution dans le métier qui voulait dire. Vu qu'on partait au pas de l'échelle, quand on passait le CAP, Voilà, quand il m'a rentré, et au fur et à mesure, il y avait des promotions. Voilà. C'est-à-dire que si vous travaillez bien, que vos responsables vous notez, il y avait des commissions paritaires qui se tenaient avec les syndicats. Partant de là, il y avait une sélection qui a été faite. Alors, on partait P1, P2, P3, au PHQ, technicien, chef d'équipe, contrôleur, c'est certainement qu'on pouvait évoluer. En travaillant, on pouvait évoluer et on montait en catégorie. En montant en catégorie, on montait en salaire. Voilà. Mais il y avait une évolution. Il y a eu même des changements de profession. Il y en a qui ont changé carrément de ton. Il a changé de profession. Il y a des gens qui pouvaient changer de profession. Il y avait des formations internes. On évoluait, on pouvait évoluer. Il y avait ce qu'on appelait des ingénieurs maison. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs classiques, on va dire, qui sortent des grandes écoles et qui sont embauchés comme tels. Il y avait des gars aussi qui rentraient dans le BTS. Il y avait cette évolution professionnelle, c'était des savoir-faire. Il y a des personnes qui ont fini ingénieurs maison, parce qu'il y avait des grandes compétences dans le domaine qui leur étaient affectées. Et c'était ce qu'on appelait l'ascenseur, on peut appeler l'ascenseur social, mais franchement, c'était bien ça. Ça c'était très important, c'était une question très intéressante. On n'est pas obligé d'être compétent tout de suite, on le devient au fur et à mesure. Et puis même les ouvriers, pour changer de catégorie, à bord, je voyais, on faisait passer des essais. Voilà. Par exemple, le gars, bon, déjà un P3, c'était un ouvrier déjà qualifié, mais si vous voulez passer au PHQ, par exemple, on y donnait un bloc à régler, un tronçon de bateau. Voilà, donc c'est vrai que c'est des trucs un peu compliqués, mais qu'il faut aussi, disons, ajuster et tout. Donc, si le gars réussissait dans son essai, en principe, il passait à la catégorie au PHQ, c'est-à-dire au-dessus. Et puis après, il y avait des sigles. C'est des sigles. Alors, OP, ça veut dire ouvrier professionnel, catégorie 1, OP2, catégorie 2, OP3, OPHQ, ouvrier professionnel hautement qualifié. Après, là, c'est ce qu'on appelait les manuels. Et après, on passait dans la catégorie des techniciens, agents de maîtrise, c'est-à-dire, il y avait des techniciens. Moi, j'étais dans la branche technicien. Après, il y avait des chefs d'équipe. Alors, c'était chef d'équipe, contremaître, chef contremaître et ingénieur. Donc, ça montait en grade. Et tout ça, c'était la promotion interne, qui, bien sûr, ça. Et avec le salaire, et avec la responsabilité aussi. Et on a vu des personnes qui n'étaient pas très fortes au début et qui se sont révélées. En étant dans la fonction, ils se sont révélés. On disait, ben, ils étaient un peu. C'est pour ça qu'il faut faire confiance aussi à certaines personnes. Mais dans n'importe quel métier, et dans la vie, c'est comme ça aussi. Hein. La fonction crée l'organe, comme on dit. La fonction, elle fait l'homme, elle fait la femme. Je ne sais pas s'il y a des images. Il y avait un long bâtiment qui partait de la porte qui est existante encore, la porte des chantiers. Il y avait un long bâtiment qui allait carrément jusqu'à l'hôtel. Et tout ça, c'était le bâtiment de la direction, des bureaux. Mais après, chaque atelier avait un bâtiment. Il y avait le bâtiment à la mécanique, il y avait les nefs lourdes, les grands ateliers où ils montaient les blocs, il y avait la tuyauterie, il y avait la menuiserie, le charpentage, il y avait la PTS, il y avait en principe, chaque corporation avait son atelier. On en a parlé l'autre fois quand vous avez vu le petit film. Les chantiers partaient donc du pont qui est entre la Seine et il allait jusqu'au quai des Trois d'Iris que vous voyez maintenant. Vous imaginez la distance, je crois qu'il y a à peu près 2 km. 2 km de bord de mer, ça fait une sacrée superficie. En termes de bâtiment, il y avait un bâtiment qui était un peu spécifique, un peu particulier, c'était la rotonde
Alors ce fameux bâtiment en rond, que peut-être certains ne vous l'avez pas vu, c'est parti il y a trop longtemps maintenant. C'était le lieu de la direction. C'est là qu'il y avait la direction. Et il a été conservé au moment, après qu'ils aient tout détruit, ils l'ont conservé, et puis au dernier moment, ils l'ont cassé aussi. Ce qui est dommage. Ça s'appelle la porte de la rotonde. Voilà, la prochaine, ça s'appelle la porte de la rotonde. On a répondu partiellement, mais si tu veux des informations plus précises, on pourra te les donner. En termes de nombre, on pourra t'envoyer une plan. C'est propre des industries. C'était propre des industries d'avoir une usine qui fonctionne un produit et il y avait une unité de bâtiment autour du produit concret et qui sort. Et certainement le pont, parce qu'avant, finalement, les tôles, ils finissaient tout au bout. Ils ont été faits après au mouille sec. Alors qu'au départ, ils devaient être certainement plus près du pont qu'autre chose. Il y avait le chantier maritime du milieu, on n'en parle pas souvent. C'est juste avant le musée de Balaguier, il y a des racines encore de murs. Ça a été une filiale des grands chantiers, des FCM. Et là, ils faisaient la petite construction. La petite construction, c'est-à-dire au type, par exemple, pour les bateaux comme on appelle, de traversée des Ambiers, tout ça, on a fait la baie du Soleil, qui faisait Bandol, Bendor, voilà, des secondes unités. Et donc, les procédés de montage des bateaux étaient différents. Pour les gros bateaux, c'est des tronçons, comme je vous ai dit, assemblés, tandis que là, le montage des navires comme ça, remorqueurs au poids, on partait de la tôle quille, on mettait les porquets, les cloisons, ce qu'on appelle, on faisait tout le squelette du bateau, et après, on appliquait les tôles. Voilà. Une précision sur les bâtiments, il y a deux choses qui sont propres à la construction navale. Les bâtiments, le travail du chantier. Comme les ouvriers, c'était pas que des ouvriers, mais il y a à peu près 6500 salariés. Ingénieurs, agents de maîtrise, ouvriers, c'est vrai que les ouvriers étaient plus nombreux en quantité. On était 6500 plus 3500 entreprises au maximum. Qui n'ont pas loin d'être il y avait des peintres, il y avait des petits en tôlerie, il y avait des... Par exemple, dans la peinture, il faut dire un mot de la peinture, c'est vraiment spécial sur une avion. Surtout d'ailleurs, ça permet de conserver la qualité d'une avion. Il est mal peint ou si la peinture est pas bonne, il va s'oxyder, il ne va pas flotter pendant longtemps. Mais la peinture était réalisée par les entreprises. Et ces entreprises, c'était essentiellement des Africains qui venaient la faire, qui venaient peindre, parce que c'était tellement toxique et tellement poison qu'à un bout de 6 mois, ils ne tenaient pas le coup. Et le nombre qui ont décédé après, on n'en a jamais trop su, mais on sait qu'il y a eu énormément de morts qui sont dues à ça. Ces peintures étaient très toxiques, difficiles à mettre et très toxiques. Un sale métier, mais essentiel. Sans ça. Autre question. Enzo, la 10. Quel a été le plus gros bateau fabriqué au chantier? En gros, voilà. C'est la taille, il nous le dit aussi. 280 mètres de terrain de football et de nuit. Il a été assemblé à flot. On a fait 2 parties. Parce que dans la forme, ce n'était pas assez grand pour le construire d'un seul coup. On a fait 2 parties, c'est-à-dire en partie arrière, voilà, avec la cuve 5 et la cuve 4. Au milieu, il y avait le joint de raccordement, ce qu'on appelait la tranche de jamborisation. Et après, on a construit la cuve 3, la cuve 2. Voilà, puis on était au bout. On ne pouvait pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la mise en eau. On a fait flotter les 2 parties. La partie arrière qui était terminée, on l'a cheminée, on l'a mis à quai au quai nord. Et après, on a rééchoué la partie avant, en recul, pour pouvoir terminer, monter la cuve 1 et le pic avant. Une fois que ça était monté, pareil, même opération, on a fait la mise à eau et on est venu la mettre au quai nord, devant la partie arrière qui était déjà fixée. Et là, on a commencé à faire les approches des 2 tronçons. Voilà, et le surveillance à terre dans le PC avec tous les instruments d'identification pour suivre l'évolution, surtout stabilité et tout. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, il faut vraiment être bien horizontal.
on joue sur des transferts d'eau dans les capacités de fond, ce qu'on appelle au fond du navire, il y a des capacités et on fait des transferts d'eau pour arriver à un parfait niveau, en quelque sorte. Après, nous échouons, une fois que les deux parties sont rapprochées, il y a des guides de pont, des guides sur les murailles, voilà. Et on fait des rapprochements avec des pompes à tirer, des pompes hydrauliques, des tirs forts. Quand les deux parties sont bien rapprochées, à ce moment-là, on va immerger un tunnel étanche. Un tunnel qui va sortir de chaque côté du bateau, voilà, à peu près de 1,50 m au-dessus. Voilà, ce tunnel, il y a des plongeurs, il est en deux parties. D'un côté, c'est la le pont grue qui va donc le mettre dans l'eau, on va le faire couler. De l'autre côté, c'est une grue de quai, et il y a des plongeurs qui vont faire la liaison, qui vont raccorder les deux parties et les tenir avec des rideaux. Il y a un jouet très spécial d'étanchéité. Une fois que ça est en place, on met des pompes en route, on assèche le tunnel, comme on dit, et à ce moment-là, nous on descend faire la visite pour voir si tout est correct, et après il y a les tauliers et les soudeurs qui viennent pour souder voilà. Voilà, on a fait un bateau de 280 mètres en deux parties. Ça, c'est une... Ah oui, c'est une première mondiale. C'est la première mondiale, il faut le dire. Double fond. Alors donc il y a des contraintes d'ajustage, d'alignement beaucoup plus difficiles. Voilà. Donc on a été le seul chantier au monde à procéder à une jonction à peau de coque double. Alors donc on a fait des gros bateaux, c'est 280 mètres, c'est des méthaniers. Vous savez ce que c'est des méthaniers? C'est transporteurs de gaz. Le gaz, il y a un professeur de physique avec vous là? Non. Quand vous faites de la physique pour un gaz liquide, comment on fait? On le refroidit. On le refroidit à moins 160 degrés. Ça devient du liquide. Là, le volume, c'est 600 fois le volume sur des bateaux immenses. Donc, on le refroidit et on le met dans les cubes des bateaux. Et le bateau, il vient. Alors, essentiellement, il y en a en Algérie, il y a beaucoup de gaz en Algérie ou en Malaisie, il y a du gaz un peu de partout. Ce fameux gaz qui actuellement qui est dans le jeu géopolitique avec la Russie, qui est transporté par gazoduc, ben là, on le transporte par bateau, mais il faut le refroidir. Et c'est une technique très très spéciale, parce qu'il faut que ce soit très isolé, et c'est à moins de 160 degrés. Donc voilà, on a fait ces gros bateaux, on a fait des paquebots, on a fait tout type de constructions qui peuvent exister. Même les chars d'assaut. Et les bateaux même pour les marines étrangères, on a fait pour l'Arabie Saoudite les frégates avec les deux pétroliers ravitailleurs pour ravitailler les frégates là. Autre question? Est-ce qu'il y avait beaucoup de métiers dangereux? Si oui, lesquels? Jean-Luc, bonjour le président qui a été responsable des agents de sécurité, quand il dort. Oui, particulièrement à une période, on a eu le record d'accidents mortels au chantier. On avait eu 11 décès qui ont amené la direction de faire un point particulier sur la sécurité, et particulièrement tant qu'on a eu à construire les méthaniers. Quand on a construit ce genre de bateau, des bureaux d'études ont été faits pour faire en sorte que le personnel soit en sécurité au maximum. Parce que évidemment, travailler à bord, ce n'est pas simple non plus. Il y a beaucoup aussi, on se retrouve énormément dans une atmosphère de nuisances sonores, de nuisances de chaleur, de nuisances aussi de plusieurs équipes qui travaillent les uns dessus. Mais la période des méthaniers et l'étude qui a été faite par la direction pour construire ce genre de bateau a amené plus de sécurité. Investissement dans l'échafaudage, investissement dans des postes de travail qui ont amené moins d'accidents et aussi pour la direction un gain et un bénéfice parce que les premiers bateaux qui ont été réalisés et le deuxième a été réalisé dans des
dans des records de livraison plus importants que le premier. Mais effectivement, c'est le problème du chantier, et ce qui prouve que tant qu'il y a une étude, qu'il y a un discours complémentaire pour faire la sécurité, on peut arriver à ce qu'on était arrivé, à moins d'accidents. Mais effectivement, au départ, on a eu des accidents très graves. Moi, qui venais de l'extérieur et qui avait travaillé dans d'autres usines, je peux dire qu'au chantier, particulièrement sur mon atelier, sur les bords, c'était quand même dangereux. Dangereux et fatigant. Parce que on avait, je me souviens, ça m'avait frappé, on avait les cathédrales, c'est-à-dire on n'ouvrait pas sur les tirants d'eau, un truc pour rentrer plus rapidement, il fallait monter la cathédrale en haut du bateau et redescendre en bas. Donc tant qu'on sait que dans l'appareillage, l'outillage n'était pas comme celui qu'on connaît aujourd'hui, il était lourd, fatigant. Et c'était, moi quand je suis rentré, le soir j'étais usé, hein, j'avais fait d'autres usines, mais voilà. Comme les sous-marins. Comment? Pour les sous-marins, ça, il y a eu 13 morts quand même. Il faut savoir, les gens qui ont chuté, on vous en a parlé l'autre jour, des gens qui sont brûlés, il y a des gens qui sont tombés, donc c'est tout fait. Bon, cet accident, il y en avait énormément. Écrasé. Écrasé. Et surtout, il y avait un truc, une maladie importante et sournoise, c'est l'amiante. Ça, il faut que vous le sachiez, l'amiante, c'est un fléau. Vous savez ce que c'est l'amiante? On l'a dit l'autre jour, je vous le répète, c'est une roche naturelle qui sert d'isolant. Protège le feu ou elle maintient au chaud. Ça protège du feu, de la chaleur ou ça la maintient au chaud. Mais elle a la particularité, lorsqu'elle s'émiette, et elle a la particularité s'émietter, ça fait des petites particules qui partent dans l'air et qu'on ingère et qu'on respire. Et là, ça rentre dans les poumons et ça ne s'évacue pas. Ça ne s'évacue pas et ça reste là. Alors, si on a de la chance, il n'y a pas d'effet secondaire. Si on a un peu moins de chance, on peut avoir une insuffisance respiratoire, c'est-à-dire que la capacité thoracique peut diminuer. Et le troisième, qui est catastrophique, on a la lestose, c'est le cancer du poumon, et on en meurt. Nous, on a identifié, on a comptabilisé 900 morts de l'amiante actuellement. Il en meurt tous les jours. Il y a 2 mois, il y a un copain qui est mort. Il dirait qu'il en meurt tous les jours. Il faut savoir que l'amiante est utilisée d'abord dans toute la France et même dans le monde entier. Il faut savoir aussi que les premiers touchés en France, ça a été des enseignants qui, avec les faux plafonds dans l'université, ils ont ingéré, ils sont morts. Pourtant, ils n'étaient pas dans la procédure navale. Mais nous, il y en avait de partout. Les copains qui étaient pilotés, nous en parlerons. On en mettait autour des tuyaux pour la chaleur, il y en avait de partout. Et là, ce qu'on a appris dernièrement, c'est qu'il y a eu une émission à la télé, qui s'appelle Vert d'orage, et qui informait qu'il y avait 5000 classes primaires qui avaient de l'amiante. C'est-à-dire que les enfants, maintenant, il y a 3 mois là, ils ont encore un contact de l'amiante, alors que c'était interdit. Alors que le patronat, il savait que c'était un poison. Les professeurs des études, ils se sont arrangés pour qu'on l'utilise. Donc méfiez-vous quand vous en masque, bien entendu. Et les masques, maintenant, quand ils font des... Alors maintenant, il y a un autre problème avec l'amiante. C'est que quand les bateaux ils sont en fin d'usage, il faut les détruire. Et l'amiante, elle y est toujours allée, hein. Elle n'a pas bougé. Donc il faut les désamianter. Ça coûte énormément cher. Alors il y a une solution, comme ils ont fait pour le Foch, je crois. Au Brésil. Ouais. Ils ont coulé. Ils sont allés au large du Brésil, ils ont coulé. Le bateau est au fond, avec l'amiante, avec les... Ou alors on l'envoie dans les pays, à pas coup de main-d'œuvre, je vais dire, Bangladesh, Afrique et compagnie. Et là, les gens, ils ne sont pas trop regardants parce que les pêcheurs, ils ont besoin de travailler. Ils le font dans des conditions épouvantables et ils se tuent à petit feu. Donc méfiez-vous. De poursuivre la carrière de jeune maîtrise, c'était votre complet. Voilà, voilà. Et donc, j'ai fait, disons, une formation après la chaîne de fabrication, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du parcours, usinage, préfabrication, montage coque. Et j'ai terminé au BFCM, bureau fabrication coque métallique. J'ai fait un stage pendant 6 mois pour passer technicien.
Et après, je suis descendu sur les travaux pour être agent de maîtrise et j'étais responsable des charpentiers tôliers au montage. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça te plaisait, toi? Ah oui, tout à fait. Il plaisait, donc il était content, il n'a pas fait par passion. Je n'allais pas travailler avec un boulet ou la boule au ventre. Loin de là, j'ai toujours aimé mon métier. Voilà. Allez. Moi, voilà, je vous ai expliqué tantôt, j'ai fait le métier de chaudronnier sculpteur, sculpteur à l'atelier, j'ai fait. Dans l'atelier, on recevait les flammes. C'est vrai que, après, ce qu'il fallait voir, ce qui était important pour moi, c'est les relations entre les gars. Voilà, l'ambiance. C'était pour moi, c'était le 95% du métier. Hein. Si vous rentrez le matin, que vous n'avez que des gens qui font la tête, tout ça, nous, on était une bonne équipe à l'atelier. Donc, l'ambiance, il fait pour le 95%. Dans le métier, tu le fais. Après, je suis parti travailler à bord, puis toute autre chose, pour vouloir revenir à bord. Ça n'a rien à voir. Dans l'atelier, vous travaillez sur une plaque, tout ça. Il y a les trains, tu as le temps d'aller blaguer avec le collègue, ça, c'est ce match de foot, ce que tu as fait ce week-end, ça, c'était l'ambiance. Mais à bord, on ne pouvait pas le faire. À bord, il y avait du monde de partout, ça, du bruit. Après, la passion, c'est sûr que, comme disait Jean-Claude, on a respiré des saloperies, on a eu du mal au dos, on est à moitié sourd, c'est sûr que la passion passe le peu après. Mais à l'époque, on avait 40 ans ou 50 ans de moins. Hein. Donc tout ça, ben, on le met un peu sous la couverture. Voilà. Oui, là, on a la formation, son métier. Voilà. Elle a fait formation, moi. Alors, moi, il n'était pas au chantier. Elle n'était pas au chantier, mais ça va rien. Donc, moi, je ne peux pas dire que ce soit une vocation. J'étais artificier. J'ai commencé à faire le menuisier et je suis sorti de l'école. Parce que j'avais choisi. Après, j'ai fait l'artificier à la pyrotechnie. Après, c'était pas ma passion, c'était parce qu'il y avait des surprises. Après, j'ai fait je suis allé au chantier, j'ai fait le contrôleur. Ça m'a plu, j'ai beaucoup aimé. J'aurais continué, si je n'avais pas été viré du chantier, j'aurais continué. Et après, j'ai changé le 4e fois de métier. J'ai fait dans l'administration, je m'occupais des demandeurs d'emploi, etc. Ça m'a plu aussi. Mais des métiers passion, c'est un grand mot, métier passion. Hein. Et personnellement, hein, il n'y a que le président de la République qui était. Ouais. Là, je fais métier passion, j'étais le président du CRCA. Voilà, donc j'ai travaillé volontiers et ça m'a plu ce que j'ai fait. Oui. La différence avec Claude, c'était une passion. Ouais. Enseigner l'histoire, la différence, c'est de... Attends, il y a lui qui va prendre la parole. Pierre. Moi, je suis rentré au chantier, bon, je ne vais pas dire par intérêt, parce que ça me permettait d'avoir déjà un travail, c'est important. Moi, j'ai que le certificat d'études. J'avais que le certificat d'études à l'époque, j'avais un métier mécano, ça ne m'intéressait pas trop. Donc j'avais la possibilité de rentrer au chantier, parce qu'au chantier, on avait la possibilité, comme ça a été expliqué, d'évoluer. Donc j'ai commencé OS2, et j'ai fini technicien. Spécialisé. Je suis un peu l'autodidacte en quelque sorte. J'exagère un petit peu, mais c'est ça. Et donc quand j'ai fait le métier de contrôleur, j'avais 2 casquettes, donc contrôleur qualité coque et métallier, et là ça me plaisait. Parce qu'en fait, le service de contrôle, c'était un métier où on était à la fois le représentant du chantier et le représentant du client. On avait 2 casquettes, en quelque sorte. Donc on était intransigeant avec les travaux, mais après, c'est pas moi. Ensuite, quand merci. Donc quand il était avec le client, on défendait le chantier. On était des fois entre le marteau et le client. Mais moi j'ai fait des déplacements professionnels, j'étais en Algérie, j'étais dans d'autres chantiers. Et ça m'a permis aussi d'avoir un bon salaire, il faut dire. Parce que vous voyez, les lycées, il y a quand même une bonne différence sur le salaire. Voilà. Moi je dis que c'est une question aujourd'hui qui se pose parce que là, on ne fait rien pour passion, mais à l'époque on avait quand même des écoles que si on ne réussissait pas à l'école, on pouvait accéder à des métiers pour gagner sa vie. Et on rencontrait des écoles ou des centres de professionnels d'apprentissage qui nous amenaient à des métiers, et ces métiers nous amenaient aussi à des passions qu'on pouvait considérer comme des passions.
Parce qu'il y avait... Moi, j'ai pas eu... J'étais vraiment un âne à l'école. Mais j'ai fait, après, des retours, soit au centre d'apprentissage ou ce qu'on appelait les ARPA, je ne sais pas si ça existe encore, qui nous donnaient du goût pour travailler. Et dans le travail, moi je me souviens, on rentrait, y compris au chantier, on était mis déjà avec quelqu'un, même y compris à bord, qui t'apprenait, qui t'éclairait sur le boulot. Et de là se créait ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, l'ascenseur social. On se passionnait, où on allait faire des cours du soir, parce que l'entreprise nous le permettait, et nous avions effectivement des gens qui ont fait des métiers avec passion, parce que l'entourage mettait ça à profit, c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, quand je vois les dégâts qu'il y a, certainement je suis négatif parce que j'ai vieilli, mais effectivement on vivait là, on a tourné une page avec ce qu'on peut raconter nous. La fermeture des chantiers a stoppé le développement de la ville. En 2 minutes, hein, il y a encore 2 questions. On n'a rien censuré. Simplement, oui, mais ça serait un peu lapidaire. Mais c'est pas propre au chantier. D'abord, il faut savoir une chose. Vous connaissez la demoiselle, je ne vois pas. Il faut savoir une chose. Il faut bien prendre en compte que quand on a fermé les chantiers de la Seine, on a fermé 3 chantiers en même temps. Ils avaient calculé, c'était un niveau plan politique qui disait qu'ils voulaient plus de qu'ils voulaient un chantier sur chaque mer. C'est l'Europe qui a décidé ça. Un sur la Méditerranée, un sur l'Atlantique et un sur la mer du Nord, pour l'Europe. Sur l'Atlantique, il est resté Nazaire. Sur la Méditerranée, il est resté un chantier en Italie. Et sur la mer du Nord, c'est un chantier en Allemagne. Et nous, il y avait le chantier de la Seine, Dunkerque et la Ciotat. Des 3 chantiers d'équivalence en quantité, en compétence. Ils nous ont regroupés, ils nous ont appelés Normet, fait du nord de la Méditerranée. Et quand ils ont fermé Normet, ils ont fermé 3 sites. Alors Dunkerque et la Ciotat et nous, on était sur le même plan, je dirais, émotionnel et politique. Bien sûr, la fermeture d'une entreprise, mais quelle qu'elle soit, aussi importante que celle de la Seine, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe et on ne s'en remet toujours pas, on a toujours des difficultés à remonter la pente. Il y a eu des problèmes personnels, des gens qui ont divorcé, des gens qui se sont suicidés. Il y a chacun a essayé de se recaser. C'est pour ceux qui sont partis en retraite, bon, ça allait. Mais il y a tous ceux comme moi, par exemple, j'avais 40 ans, ni jeune ni vieux, quoi. Ni jeune parce que je suis jeune, mais pas vieux. Pour m'arrêter, j'avais encore la famille en charge, c'était normal. Donc il fallait se reconvertir ou trouver quelque chose. On nous a donné une prime. Ou alors j'ai le choix entre la prime et une formation de reconversion. Moi j'ai choisi la formation. Et avec cette prime, il y en a qui ont acheté des taxis, qui ont acheté des baraques à journaux, et qui lui ont acheté des camions. Chacun pourrait vous dire un petit peu ce qu'il a fait, mais ça a été une catastrophe. Mais bon, c'est Dunkerque, ça a été pareil. Ça a été une catastrophe, surtout économique pour la ville. Pour la ville. Bon, il y a le côté humain, bien sûr. Le côté humain, c'est dur. Mais pour la ville, ça a été vraiment dur. Et d'ailleurs, il y a encore des séquelles. Beaucoup de commerces qui ont fermé. Bon, économiquement, on va dire, bon, tant qu'il y avait les chantiers, même à la municipalité, on recevait automatiquement, bon, les impôts, tout ça, ça représentait quand même un budget assez important. Voilà. Et ça fait que, oh, c'est vrai que la ville, c'était une ville morte, c'était désastreux. Hein. Moi, je me rappelle quand ils ont commencé à démolir. Moi, j'étais encore dans le chantier, c'est pas difficile. Hein. J'étais encore dans le chantier au début de l'année 1989 et ils attaquaient déjà à démolir des ateliers. Voilà, on n'était plus beaucoup, on était 200 dans le chantier, mais c'est vrai, quoi, ça faisait vraiment mal au cœur, un peu une soudure, enfin, on cassait, il fallait vite supprimer le chantier. On va passer à l'autre question parce que là, si on attaque là-dessus, on a pour l'après-midi. Des chantiers alors qu'ils n'existent plus. Bien. Ça n'existe plus. Je dis que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Et donc c'est important de savoir quand même qu'il y a eu quelque chose comme ça.
Et ça fait partie de l'histoire, comme tu étudies les Romains, comme tu étudies les Égyptiens, et voire plus. Ben nous, c'est pareil, on raconte cette histoire, depuis une mémoire, et puis en tirer des enseignements. En tirer des enseignements, les erreurs que nous avons commises. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on dit maintenant? On dit que le pays, il est désindustrialisé. Eh bien, oui, il n'y avait pas, d'ailleurs, ils n'ont pas supprimé que la construction avant. On va voir dans le petit film. Ça a commencé la sidérurgie, les mines, tout a été désindustrialisé. Et maintenant, on dit, ben voilà, désindustrialisé, on ne fabrique plus rien, on dépend de tout le monde. On essaie de refaire. Mais on a perdu à la fois le travail, mais on a perdu surtout les savoir-faire. On n'a plus les gens pour pouvoir faire ces métiers. Donc, il faut que vous le sachiez, et surtout que la prochaine fois, vous ne mettiez pas les mêmes erreurs que les jeunes. Deuxième rubrique, Yamna. Allez, Isabelle. Oui, on va parler donc des luttes sociales. L'industrie s'est développée et a réuni des ouvriers dans des métiers comme... moi, je suis né dans les mines. Donc, c'est, disons, ce qu'on appelle les Hauts-de-France aujourd'hui. On était des pays qui ont été fort marqués par les luttes syndicales. On en parle encore aujourd'hui. Quand on parle de la catastrophe de Courrières, c'est 1200 morts. Et au bout de 8 jours, on voulait faire recommencer aux ouvriers de travailler, alors qu'il y avait des vivants encore. Et c'est à partir de là et des luttes qui ont suivi quelques années après qu'on a créé le Code du travail, qui est la base aussi de faire un statut, ce qu'on appelle, pour avoir des rapports différents entre celui qui est patron et l'ouvrier. Et ce statut existe toujours, même s'il est remis en cause, il existe toujours. Donc pour les chantiers navals, je rappelle que quand même, on oublie que ça a été créé par un grand maître de l'industrie au niveau de l'État, qui dirigeait aussi la finance, et qui a créé les chantiers de la Seine. Donc automatiquement, le travail au départ et les luttes ont créé des rapports antagonistes entre ceux qui dirigeaient et qui avaient beaucoup d'argent, vu qu'il fallait avoir de l'argent, et les ouvriers qui commençaient à travailler dans des conditions quelquefois déplorables. Hein, dans les mines, mon père a commencé à 12 ans à descendre à la mine. Et à 12 ans, on descendait pour garder les chevaux. Hein? Il y avait des bassins miniers avec les patrons qui ont interdit, au-delà des enfants de 12 ans, de travailler. Ils sont descendus un peu plus tard. Et c'est grâce à des luttes qui ont été menées en Amérique. Parce que tous les pays, dès que l'industrie s'est développée, ont créé des syndicats. Donc ces syndicats se sont structurés au départ pour effectivement, ils se sont unis pour revendiquer. On a symbolisé le 1er mai, qui est une journée de lutte syndicale pour faire valoir les journées de repos et tout ce qui s'ensuit. Donc effectivement, il s'est monté des syndicats. Alors pour les chantiers navals, effectivement, comme dans d'autres régions, dans l'industrie, dans le textile c'est encore pire parce que les femmes venaient travailler avec leurs bébés et on les mettait en dessous des machines. Moi, j'ai des parents qui ont fait là-haut, ma grand-mère travaillait au textile et elle venait avec son petit-fils qui était sous une machine. Voilà. Donc il y a eu besoin dans cette situation industrielle qui s'est développée, comme aussi dans l'agriculture aussi. Hein. Parce que là aussi on pourra en parler, mais moi je ne veux parler que de ce que j'ai vécu autour de moi étant petit, de ce qu'on m'a raconté, de ce qu'ont vécu aussi mes parents. Hein. Donc il y avait une nécessité, et ces luttes ont amené des avancées sociales qui ont été importantes, surtout après la guerre. Parce que effectivement il fallait faire un homme différent, un être humain différent et l'entourer. Et effectivement en France, il y a eu
toujours dans l'histoire, avec la Révolution française et ce qui a suivi, un peuple qui a été mûri. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on oublie toujours que la France avait un savoir-faire, avec une industrie forte dans tous les domaines, et qu'on a préféré aller travailler pour $1 la journée des gens ailleurs, pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, on voit dans quel état on se trouve. On a une jeunesse qui a du mal à chercher du travail, et que effectivement, voilà, il faut autre chose aujourd'hui, il va falloir autre chose, mais on avait de quoi pouvoir montrer à l'Europe aussi autre chose. Voilà, j'en termine, je m'excuse d'avoir été un peu émotionnel sur ce point. Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque les chantiers ferment à la Seine, toutes les difficultés que vous avez évoquées depuis 1966, la grande marche sur Toulon, où les Seinois sont partis à pied jusqu'à Toulon pour alerter sur le problème, ça ne veut pas dire qu'on n'avait plus besoin de bateaux. Dans le monde, on continuait à construire des bateaux. Vous avez tous entendu parler de la mondialisation. Et la mondialisation faisait que, justement, en Corée ou au Brésil, on fabriquait, parce que, justement, les ouvriers n'étaient pas organisés en syndicats et ne savaient pas, dans ces pays-là, défendre leurs droits, on arrivait à fabriquer des bateaux qui étaient beaucoup moins chers que les bateaux français. Et donc, on achetait, enfin, quand je dis on, les armateurs, achetaient plutôt des bateaux qui étaient construits ailleurs, où il n'y avait pas forcément le même savoir-faire, mais qui coûtaient moins cher, parce que les droits des salariés, vous savez très bien qu'aujourd'hui, en Inde, au Bangladesh, les ouvriers travaillent pour très peu, vraiment dans des situations humaines déplorables, des conditions de travail déplorables. Eh bien, c'était le cas à cette époque, au Brésil, en Corée en particulier, c'était les pays qui étaient concurrents de la France et donc de la Seine. Mais on avait encore besoin, c'est pour ça que c'était si douloureux. Des bateaux, on avait encore besoin d'acheter des bateaux et de construire des bateaux. Et ici, à la Seine, on avait le savoir-faire pour le faire. Moi, je voudrais rajouter quand même la question est très importante qu'elle a évoquée. Pourquoi les syndicats, en définitive, alors ça c'est une façon générale, c'est pas qu'à la Seine, les syndicats sont essentiels pour les travailleurs de tous les travailleurs. C'est l'intermédiaire, c'est l'interface avec le patronat, c'est lui qui va discuter, il est le représentant des salariés, le syndicat. Notre faiblesse en France, pas que dans ce domaine, c'est qu'au lieu d'en avoir un ou deux de syndicats, on a une pléiade. Qu'est-ce qu'il fait le patron? Eh bien le patron, vous savez le devise, ce que c'est. Diviser pour mieux régner. Donc au moins on est unis, au plus on est faible. Donc les syndicats sont essentiels. Il y a un autre problème en France en plus, c'est que bon, il y a des syndicats, mais il y a peu d'adhérents. Nous à l'époque au chantier, par contre, on faisait des adhésions. Presque tous les salariés, allez, 70%, on était syndiqués. Et ça c'est important, syndiqué, ça veut dire qu'on paye une cotisation pour l'organisation. Parce qu'il faut étudier les problèmes, il faut faire les tracts, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est une organisation. Et si on n'est pas ça, on est désorganisé. Et en face, le patronat, son intérêt, il n'est pas méchant, le patronat. C'est son objectif, c'est de faire du profit. Donc au plus il gagne d'argent, aux dépens des salariés, au mieux c'est. Mais le patron, en plus maintenant, il est devenu anonyme, le patron, on ne sait plus qui c'est. Avant on allait le voir, maintenant on ne sait plus qui c'est. Mais toujours est-il qu'il est nécessaire de conserver l'importance de syndiquer, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit dans l'administration, que ce soit de partout. On a besoin de ça dans l'agriculture, ça a été dit, dans tous les métiers. Quand on est seul, on est faible. C'est uni qu'on arrive des fois à changer les choses. Autre question, merci. Non, c'est Isabelle. Quelle a été la plus grande bulle gagnée? Chantier. Donc, dans la rapide détermination sur celle-ci, ça a été évoqué. Ça a été en 1966, quand les chantiers devaient fermer. Comme je vous ai expliqué, c'est les livres blancs, c'est-à-dire c'est les décrets européens. Et là, ils devaient fermer les chantiers de la Seine. Et c'est parce qu'il y a eu ces luttes considérables qui ont duré des mois, ils ont changé le cours de l'histoire, et ça a été évoqué, et que les chantiers ont été repris. Je pense que ça a été notre plus grande victoire.
Il y a eu on a gagné plein d'avantages, il y a eu des luttes sociales, pour des conditions de travail, pour avoir un salaire, pour des horaires. Tout ça, c'est des petites victoires qui nous ont permis d'améliorer nos conditions de travail et d'améliorer notre vie aussi. Donc, la plus grande, la dernière qu'on aurait dû gagner, puis on a perdu. Voilà, donc on ne peut pas en parler de celle-là, puisqu'on a perdu. Pourtant, elle a duré, hein. Je vous le dis, ça ne passait pas une semaine, c'est un contrat de 3-4 jours, on faisait la grève. Et on est allé à Paris, on est allé de partout, on pouvait aller aussi, qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous écouter. Mais on était trop faibles. L'anti-lutte de la violence et des morts pendant les luttes au chantier. La violence, il y a eu un peu de violence, mais pas des morts. La violence, oui, il y a eu des morts. Alors, au début, on manifeste tranquillement. Dans le rapport de force, on essaie d'être tranquille. Bon. Et quand tu n'arrives pas, c'est la frustration, et donc tu passes à l'état de dessus et on fait de la violence. On n'était pas vraiment très violent, mais on a fait quand même un petit peu il n'y a jamais eu de mort. On a bloqué les autoroutes, je me rappellerai que c'était le 30 juillet, et il y aurait des mecs qui redescendaient, les gars mornants, ils pleuraient, les chasseurs. Et nous, on n'était pas nombreux, mais ça suffisait pour prendre Le syndicat, il avait établi une stratégie pendant les. On a parlé de 66, mais en 86, la lutte était sévère. On a fait beaucoup de grèves, on a perdu beaucoup d'argent sur la feuille de paye. On avait des payes à la fin du mois. Alors le syndicat avait établi une stratégie. On avait plusieurs groupes qui partaient chacun de leur côté à un point de rencontre. Alors c'était sur l'autoroute vers Lyon. Alors c'était Orange, il y avait Orange, c'était secret, soi-disant. Personne ne le savait. Quand on est arrivé pour une rencontre, il y avait les cars de CRS qui nous attendaient. On a été chargé à Marseille par les CRS. À la gare de la Seine. À la gare de la Seine. La gare de la Seine, c'était le Existait-il une égalité homme-femme aujourd'hui? Et une femme ou homme, ils touchaient pareil. L'égalité, il y était. Ouais, je considérais qu'il y avait l'égalité homme-femme dans les salaires, dans les droits et dans les devoirs. Il n'y avait pas de la catégorie égale. Alors, c'est difficile de comparer l'ingénieur femme pour telle catégorie, de gagner autant qu'un ingénieur homme. Dans la même catégorie. Comme on te l'a dit tout à l'heure, on était 6500, il y avait 400 femmes. Donc, Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Pourquoi les Allemands ont-ils occupé les chantiers navals de la CIG? Merci. Il faut dire qu'il y a 5 dates qui sont importantes, une en particulier, qui est le 11 novembre 1942. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire, en histoire on a dû vous en parler, 1942. Oui? Ah non. Ah non. Ça c'est le 11 novembre 1918, mais c'était la guerre précédente. Personne? Oui. C'était pas le jour où ils ont tout détruit sauf le pont? Ah non. Non, alors ça c'est une question générale, je dirais. C'est qu'avant cette date-là, la France était partagée en 2 zones. La zone nord et la zone sud. Et nous étions bien sûr dans la zone sud. Le 11 novembre 1942, les Allemands décident d'envahir la zone sud. Et ce qui les intéresse au sud, ce sont les arsenaux et les chantiers navals. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des bateaux à faire réparer ou à faire construire. Donc, ils prévoyaient déjà d'utiliser le chantier de la Seine parce que début juillet 1942, un ingénieur allemand avait été nommé à la direction, ou disons épaulé le directeur français, dès le mois de juillet, alors que la zone a été envahie au mois de novembre. Et cet ingénieur, au départ, commençait déjà à demander
s'il y avait des jeunes qui voudraient bien travailler en Allemagne, qui étaient volontaires pour aller travailler en Allemagne. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, l'armée allemande recrutait au maximum, et donc il y avait moins de jeunes gens, moins d'hommes, en tout, de toute façon, pour faire marcher les usines. Donc ils sont venus chercher du personnel ailleurs, dans les pays qui étaient occupés, notamment en France. Donc, cet homme-là essayait de recruter, mais les Seinois, les jeunes Seinois, n'étaient pas tellement favorables. Ceux qui faisaient des apprentissages, par exemple, un certain nombre d'entre eux, se sont débrouillés pour rater les examens, parce qu'il y avait un certain niveau de connaissance exigé pour pouvoir partir en Allemagne. Donc c'est aussi un acte de résistance de leur part. C'est pour ça qu'on peut dire que la résistance au chantier de la Seine a commencé dès le début, donc dès ce mois de juillet 1942, à partir du moment où cet ingénieur allemand essayait de recruter des jeunes gens assez qualifiés pour partir travailler en Allemagne. Ça a été, je pense, le premier acte de résistance. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question entièrement. Première apparition de cet ingénieur allemand. Novembre 1942, la zone sud est envahie. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi une autre date importante qui est ce que l'on a appelé le STO, le service du travail obligatoire. Il y a peut-être une question là-dessus, je ne sais pas, je vais peut-être en parler avant. Hein, voilà. Donc le STO a été imposé partout en France. Hein, et dans la zone sud également, un peu plus tard qu'ailleurs, mais elle a été imposée. Qu'est-ce que c'est que le service du travail obligatoire? C'est qu'à partir de 18 ans, tous les jeunes gens d'abord, seulement les hommes, les jeunes hommes à partir de 18 ans, pouvaient aller travailler, étaient réquisitionnés plutôt, donc on ne leur demandait pas leur avis, on les réquisitionnait pour aller travailler en Allemagne. Toujours pour la même raison, c'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de jeunes gens qui étaient enrôlés dans l'armée allemande et donc de moins en moins d'ouvriers pour travailler dans les usines. Donc à partir de ce moment-là, au chantier de la Seine en particulier, il y a une personne qui a été très importante, c'était le directeur français, parce qu'il y avait, à partir de novembre 1942, deux directions, la direction française qui existait déjà, qui était le directeur était monsieur Vessière, V-E-Y-2-S-I-E-R-E, et il y avait un directeur allemand, monsieur Motz, M-A-U-T-Z. Donc monsieur Motz essayait de recruter, tandis que monsieur Vessière faisait tout pour éviter à ces jeunes gens de partir. Alors il faut dire que monsieur Vessière, par ailleurs, avait été aussi à Nantes, avant de venir à la Seine, membre d'un réseau de renseignement dans la résistance. Hein? Donc il savait très bien ce qu'il fallait faire, et il donnait à tous ces jeunes gens, ou à la plupart de ces jeunes gens qui ne voulaient pas partir, il leur donnait des missions spécifiques, en disant au directeur allemand, mais je suis désolé, il ne peut pas partir parce que voilà, il est indispensable dans ce travail-là, donc je suis obligé de le conserver. Donc il en a comme ça sauvé plusieurs du départ au STO en Allemagne. Les témoignages que j'apporte là ont été des témoignages faits par d'anciens ouvriers des chantiers qui étaient aussi résistants, et en particulier des membres de la CGT clandestine. Vous savez que le syndicat CGT, qui existe toujours, était un syndicat qui a fait partie de ce qu'on a appelé le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire il y avait deux syndicats dans ce Conseil national de la résistance, dont la CGT. Et au chantier de la Seine, comme ailleurs, il y avait au départ ce qu'on appelait une charte. Qu'est-ce que c'est qu'une charte? Disons des règles, hein, pour faire court, qui protégeaient
une charte donc, qui protégeait les élus syndicaux. Jusqu'à ce que ce directeur allemand arrive, il y avait un syndicat, bon, mais il y avait aussi des membres de la CGT, clandestine alors, puisqu'elle n'avait pas le droit d'exister officiellement. Et ce sont ces membres du syndicat CGT clandestin qui ont fait en sorte de présenter leur candidature lorsque les élections se sont présentées. Donc, notamment, les trois personnes qui nous ont donné quelques détails sur ce qui se passait, c'était M. Grimaud, M. Garcia et M. Puccini. Ces trois personnes-là étaient membres de la CGT. Ils ont été élus comme représentants des ouvriers des chantiers. Mais il faut savoir que même si la charte les protégeait, elle les protégeait jusqu'à un certain point. C'était quand même délicat, disons, de se mettre en avant, parce que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on savait très bien à qui s'adresser, et c'était à eux en particulier, et qu'est-ce qu'ils risquaient? D'être envoyés en Allemagne en camp de concentration, par exemple. Hein? Donc c'était quand même un acte de résistance assez important et assez dangereux. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où ces délégués syndicaux ont été élus, ils représentaient le personnel et chaque fois qu'il y avait des doléances envers la direction, c'était eux qui étaient chargés de rencontrer M. Motz en particulier et d'apporter les questions du personnel. Il faut savoir qu'il y a eu en tout et pour tout 6 grèves pendant la période où les Allemands ont dirigé les chantiers de la Seine. Et ces grèves, c'était important, c'était des grèves au départ d'une demi-heure, c'est-à-dire qu'au lieu de partir à 17h, le chantier s'arrêtait à 5h30. Et puis ça a pris de plus en plus d'ampleur, jusqu'à la dernière qui a été la plus longue, et ces grèves étaient basées sur des revendications de salaire, mais surtout des revendications de nourriture. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'ouvrier recevait un bol de bouillon et un quignon de pain noir. Alors vous voyez, travailler toute une journée avec dans l'estomac un bol de bouillon et un quignon de pain noir, c'était pas possible. Donc il y avait pas mal de revendications pour qu'il y ait au moins un petit morceau de viande ou quelque chose dans la soupe, ou bien est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un peu plus de pain, ou c'était à ce niveau-là. Hein, voilà. Donc les délégués syndicaux étaient là pour apporter les revendications auprès du directeur, et ces revendications étaient plus ou moins acceptées, plus ou moins honorées. Voilà. Et la dernière qui a eu lieu, donc qui était la plus longue, elle a été faite sous la menace des mitrailleuses. Les mitrailleuses allemandes étaient postées à l'entrée, à la porte des chantiers. Ils avaient mis en batterie aussi des mitrailleuses, surtout on vous a expliqué que le bâtiment était tout en longueur à l'époque, tout le long de ce qui est le cours Toussaint-Merle. Et donc, toutes les fenêtres, à chaque fenêtre, il y avait des mitraillettes en batterie. Mais personne n'a tiré, ça s'est relativement bien passé, et tout est rentré dans l'ombre comme ça, d'autant que petit à petit, les Allemands avaient compris que la guerre était terminée, et que donc, cette dernière grève a eu lieu entre le 12 et le 17 juillet 1944. Donc cette fois-ci, ça a été plusieurs jours. Voilà. Donc le rôle des syndicats à cette époque-là, comme maintenant, est toujours le même, c'est-à-dire porter les revendications des travailleurs et essayer d'obtenir ce qui a été demandé. Autre question. Les Allemands faisaient venir ici soit des navires, on dira, à réparer, soit des moteurs à réparer, soit etc. Et il faut dire qu'à la Seine, pas un seul navire, pas un seul moteur est sorti des chantiers de la Seine.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'abord le ralentissement du travail. Ça aussi, c'était une forme de résistance. C'est-à-dire que le travail qui devait se faire, admettons, en une semaine, eh bien, les ouvriers freinaient un peu, ils le faisaient en 2 semaines, 3 semaines, etc. Donc, on ralentissait volontairement le travail, sachant aussi qu'il y avait partout des personnes, notamment, qui surveillaient le travail. Donc, il fallait être un peu intelligent, ne pas se laisser prendre, toujours pareil, sous la menace. Hein. Donc, le ralentissement du travail, c'était une chose. Les sabotages, alors là, il y en avait plusieurs. On vous a expliqué sans doute comment étaient construits les bateaux, donc on avait besoin de grandes tôles. C'est des grandes plaques de ferraille. Bon. Ces tôles étaient transportées par le train et ensuite elles étaient prises par les grues, etc. Bon. Bizarrement, de temps en temps, il y avait des tôles qui tombaient à l'eau. Bon, c'était une maladresse, entre guillemets, mais maladresse volontaire. Donc ça aussi, ça ralentissait le travail. Il y avait aussi, pour graisser les moteurs, on mettait l'huile dans des burettes, dans des sortes de récipients qui étaient faits pour ça. Et là aussi, bizarrement, à la place de l'huile, on trouvait de l'acide. Donc vous imaginez un peu, quand on mettait l'acide dans le moteur, ce que ça pouvait faire. Hein? Donc le moteur, terminé. Il y avait aussi, je parlais du train tout à l'heure, le train transportait donc tous les matériaux et entre chaque wagon, vous savez ce qu'on appelle des bogies, c'est-à-dire ce qui permet... bon. Et là, de temps en temps, on trouvait des écrous, ce qui empêchait le train on ne pouvait plus détacher les wagons, etc., etc. Donc tous ces actes de sabotage étaient faits par des mains anonymes, on n'a jamais su qui avait fait quoi, mais en tout cas, rien n'est sorti des chantiers pour les Allemands pendant 2 ans. Voilà. En dehors de ça, d'autres actes de résistance, c'est ceux qu'on retrouve ailleurs, partout dans les villes, distribution de tracts, distribution de journaux clandestins pour mettre les gens au courant un petit peu de ce qui se passait, toutes sortes d'actes qui pouvaient être revendiqués par soit les syndicalistes, soit les membres de partis qui étaient, comme le Parti communiste, qui était interdit à l'époque. Autre question, si je peux... Comment est sauvé le pont à la fin de la guerre? Comment? Ah, le pont, oui. Alors, il faut dire que à partir de mars 1944, la Seine a été bombardée par les Alliés, parce qu'ils essayaient justement d'atteindre le chantier naval. Sauf qu'aucune bombe n'est tombée sur le chantier naval. La Seine, par contre, a été détruite à 63%. Les Allemands ont fait ce que les Alliés n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-dire qu'avant de partir, vous savez que la Seine a été libérée le 26 août 1944, et avant de partir donc et de se réfugier dans la presqu'île de Saint-Mandrier, les soldats allemands ont miné les chantiers et le port. Donc tout le port a été détruit, les chantiers ont été détruits, sauf le pont. Et là aussi, on nous a expliqué que c'était dû à un acte volontaire de résistants qui ont fait ce qu'ils ont pu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu éviter la destruction des chantiers. Par contre, ils ont réussi à sauver le pont. Ils ont déminé le pont n'a pas sauté, il est toujours là. Et est-ce qu'il y avait un chef de tous les résistants au chantier? Est-ce que? Il y avait un chef. Un chef, bon, et on ne peut pas dire qu'il y a un chef des résistants, mais bon, les délégués syndicaux dont je vous ai parlé étaient vraiment très importants, très impliqués. Mais bon, non, je vous ai parlé des sabotages. Qui a fait quoi? On n'a jamais su.
Donc c'était des actes individuels, preuve que la résistance a existé au chantier, preuve qu'elle était bien efficace, puisque, je vous ai dit, rien n'est sorti. Il faut dire aussi que ça a été reconnu officiellement lorsque la ville de la Seine a reçu la médaille de guerre, la médaille de guerre, la croix de guerre avec étoile de vermeil en 1948. Et il était spécifié dans cette attribution, je vous lis le texte tel qu'il est, durant toute cette période, des tracts, des journaux clandestins étaient distribués à la barbe des Allemands. La Seine a reçu la croix de guerre avec étoile de vermeil au nom de sa population ouvrière, donc ça on parle bien des chantiers qui a entraîné en permanence par des sabotages et des grèves, entravé en permanence par des sabotages et des grèves la production au détriment des forces italiennes et allemandes. Donc cette résistance a été reconnue et a permis l'attribution de cette croix de guerre à la ville en particulier. Mais il n'y avait pas que la résistance au chantier à la Seine. Il y a aussi une résistance qui s'est faite en ville. C'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Était arrivé à la Seine en 1924, je crois, et ça a été son premier emploi, c'était travailler au chantier de la Seine. Il est arrivé ici avec son frère. Il venait d'Arménie, donc il avait été chassé de Turquie. Vous connaissez l'histoire pas. Donc chassé de Turquie, venu ici. Il est resté au chantier ouvrier quelques mois avant de repartir sur Paris. Donc, voilà. Il était menuisier au chantier. Pendant la résistance, non, c'était avant. C'était en 1924. Donc, il n'était pas comme résistant, mais c'était comme ouvrier. Il était ouvrier ici. Voilà. Il est devenu résistant à Paris après. Poète et résistant, parce qu'il était aussi poète. Et panthéonisé. Et il a été panthéonisé avec Méline, avec son épouse, Méline, qui était aussi résistante. On y tient plus. Oui, il a dit que pour des applaudissements comme ça, il reviendra. Avec une équipe, il est en train de rénover le laborieux, je ne sais pas si vous l'avez vu à Balaguer.